Oyez oyez braves gens, bonjour et bienvenue dans cet été de TLC. Nous nous arrêtons aujourd'hui en Vendée au château de Tiffauges qui possède le plus haut beffroi de France qui culmine à 12 mètres de hauteur. Mais les machines de guerre, nous allons en parler pendant toute cette visite. En avant! Si on commençait par parler de l'histoire de ce château ici à Tiffauges, c'est quoi son histoire? Alors bon, son histoire, c'est une longue histoire, hein. D'abord peut-être sa situation, hein. Ce château a une position stratégique. Il est d'abord situé, je dirais, aux confins donc, de trois provinces, hein, la Bretagne, l'Anjou et le Poitou. Et surtout, il a été édifié sur un éperon, hein, le rendant très difficile, bien sûr, à prendre, hein. C'était une forteresse, une vraie forteresse. Vous parlez d'éperon ? Oui, je parle d'éperon, donc partie surélevée, si vous voulez, entourée d'eau. Hein, donc la rivière qui entoure le château, c'est la Crume. Hein. Château imprenable, il n'en reste que quelques parties ? Il n'en reste effectivement que quelques parties. Hein. Alors ce château, il a été édifié par le célèbre Gilles de Rais, hein, donc dit Barbe Bleue. Hein. Donc là, on est au début, c'est la première moitié du XVe siècle. Hein. Je crois que Barbe Bleue doit être né aux alentours de 1405 hein, et disparaît vers 1450. Hein, voilà. Hein. Alors ensuite, après Gilles de Rais, je dirais que le château subit des destructions, des démolitions. Hein. C'est d'abord Richelieu qui le fait démolir en partie. Hein. Et puis cela continuera et finalement il ne sera sauvé de la destruction totale que très tard, hein, qu'au XXe siècle, je dirais. Hein. Est-ce que vous revenez beaucoup sur l'historique ou est-ce que ça se veut aussi être une visite ludique ? Alors, bien sûr, on parle de l'histoire du château, hein, mais bien sûr, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on fait des animations sur ce site hein, pour attirer un public. Notre public, c'est d'abord un public de famille. On y vient en famille ici, donc avec des enfants. Et c'est vrai que toute la partie moyenâgeuse, sur le site, il y a un magnifique conservatoire des machines de guerre. Hein, donc, il y a 16 engins qui sont en parfait état de fonctionnement. Et donc, nous avons des tirs, je dirais des tirs entre guillemets à balles réelles. Hein. Voilà, donc sous les yeux du public, c'est toujours très très impressionnant. Hein. Voilà. Nous avons également un grand spectacle qui a lieu donc le jour, 3 fois par jour. Hein. C'est unique hein, parce que c'est une comédie musicale. Hein. Ce sont 3 comédiens qui donnent un spectacle tout près d'ici où nous sommes, hein, donc devant la chapelle, voilà, et qui racontent justement l'histoire de ce personnage énigmatique, mystérieux, qui est Gilles de Rais. Hein, et puis tout ce qu'il a fait aux côtés de Jeanne d'Arc, et puis jusqu'à sa chute lorsqu'il a voulu chercher la pierre philosophale. Il a effectivement une réputation sulfureuse. Il a une réputation sulfureuse, il peut faire peur aux petits-enfants, je suis tout à fait d'accord, puisqu'on l'a accusé d'assassiner des centaines et des centaines d'enfants. Alors, est-ce vrai, est-ce pas vrai ? Il y a certainement beaucoup de légendes autour de Barbe Bleue. Il n'est pas ouvert toute l'année ce château, mais l'été et aussi à Noël, ne l'oublions pas. Voilà, alors non, il n'est pas ouvert toute l'année, il ouvre d'avril à septembre, c'est la belle saison, hein, le printemps et tout l'été. Hein. Et puis ensuite, donc fin septembre, il ferme, il rouvre ses portes donc au moment de Noël, puisqu'ici sur le site, il y a un très très grand marché de Noël sur 2 week-ends hein, qui peut attirer jusqu'à 40 000 visiteurs. Nous sommes à proximité de Nantes et les Nantais raffolent du marché de Noël de Tiffauges. Jérôme, on est ici devant un Mangonneau, donc une machine d'artillerie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les caractéristiques de cette machine ? Oui, alors le Mangonneau, c'est la première machine d'artillerie mécanique qui apparaît en Europe au début du XIe siècle.
Ces premières machines, oui, découvertes en Orient, et en Europe on découvre ces machines sur le principe du contrepoids, du balancier et de la fronde. Le mangonneau est justement le premier modèle. Donc 11e, 13e siècle. Caractéristique, c'est une machine qui mesure environ 7 mètres de hauteur et qui peut projeter des boulets de pierre d'environ 80 kg à environ 160 mètres. Elle a une faille par contre, hein. C'est ce balancier qui est fixe et qui lui... Voilà, hein, c'est un gros défaut. Oui, énorme inconvénient technique, hein, c'est que le mât et le contrepoids sont solidaires, hein. Tout ceci est fait d'une seule pièce. Donc lorsqu'on procède au tir de la machine, eh bien, la masse qui est emprisonnée à l'intérieur du contrepoids bouge énormément, à coups, vibrations et parfois, même très souvent, casse de la machine. Parce que c'était lesté avec des pierres, un petit peu tout ce qu'on avait sous la main, donc ça bougeait quand justement le balancier bougeait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui sur cette machine. En effet, oui, à l'époque, on place à l'intérieur du contrepoids les matériaux qu'on trouve sur place, sur le champ de bataille. Très souvent, du sable, de la terre ou des blocs de pierre. Aujourd'hui, heureusement, on n'a plus cet inconvénient. On emprisonne à l'intérieur du contrepoids une masse stable. C'était un contrepoids qui pesait jusqu'à combien pour lancer des boulets, jusqu'à quel poids? Alors des boulets donc jusqu'à 80 kg pour le mangonneau, et pour lancer de tels boulets, il fallait un contrepoids qui pesait entre 7 et 9 tonnes. Là encore pour le mangonneau. Fallait mettre une sacrée dose de sable pour avoir 9 tonnes. Ça représente beaucoup de matière et ça représente effectivement beaucoup de main d'œuvre. Oui, c'était des machines qui étaient très compliquées, très longues à construire et donc extrêmement onéreuses. Donc Jérôme, après le mangonneau, on est là devant le trébuchet avec une avancée technique qui est indispensable et qui justement a fait le succès de cette machine d'artillerie. Oui, tout à fait, hein. Donc le trébuchet, la machine la plus grande et la plus puissante, et aussi la plus célèbre du Moyen-Âge, 11e, 13e siècle. Et l'innovation principale, hein, sur le trébuchet, c'est que cette fois-ci, le mât et le contrepoids ne sont plus solidaires. Le contrepoids est monté sur un axe, donc on a un contrepoids mobile. Lorsqu'on arme la machine et lorsqu'on procède au tir de la machine, le contrepoids reste dans la même position. On a complètement éliminé les effets d'à-coups de vibration qu'on avait sur le mangonneau. On a donc ici une machine beaucoup plus performante, plus fiable et beaucoup plus stable. Est-ce qu'on a une cadence de tir qui est plus importante par contre? Malheureusement non, ce serait même plutôt l'inverse. Avec un mangonneau, on lance environ 2 à 3 boulets par heure. Avec le trébuchet, c'est encore plus lent. On a une cadence d'1 à 2 tirs à l'heure, puisque la machine est souvent énorme et très très longue à mettre en œuvre. Donc c'est l'inconvénient, du trébuchet, c'est sa cadence de tir qui est très très faible. Là on a un mât, je sais pas, qui fait peut-être 5-6 mètres. Les plus gros trébuchets, on allait jusqu'à quelle taille? Alors on a un mât ici, une machine, hein, qui mesure 7 mètres de haut. Les plus gros trébuchets, hein, qui aient pu exister avaient des mâts d'une douzaine de mètres de haut. Qui se construisait donc sur place au pied du château, donc j'imagine qu'on était aussi victime des attaques pour pas justement que ce trébuchet soit monté et puis attaque la forteresse. Tout à fait, oui. On monte, hein, ces machines devant le château ou devant la ville, hein, qu'on assiège. Donc on transporte la machine et on la construit sur place. Et évidemment, pendant ce temps, l'ennemi a quand même le temps de se défendre. Donc c'était pas sans risque. Jérôme, dernière machine. Donc là, on est face à un couillard qui était plus utilisé que le trébuchet, plus pratique, plus cadence de tir plus importante et plus facile à monter. Il a effectivement, ce couillard, beaucoup d'avantages. 14e, 16e siècle, hein, c'est la dernière machine à contrepoids qu'on connaît en Europe. Avantage, c'est que cette fois-ci, on n'a plus un énorme contrepoids, mais on a 2 contrepoids. Donc on a divisé la charge en 2, ce qui fait que l'ensemble mât-contrepoids ne repose pas sur une grosse structure, mais sur un simple poteau. On fait donc des économies de matière et on fait une machine un peu plus légère, donc plus facile à manipuler et effectivement grande cadence de tir. On perd en puissance, mais on gagne d'une part en précision et surtout en cadence de tir, 10 à 12 boulets par heure. Vous parlez de cadence de tir, donc 10 à 12 par heure, mais la portée, elle est de combien? Alors la portée est un peu moindre, hein. Pour un trébuchet, on peut lancer des boulets de pierre à 200 mètres. Pour un couillard, on va lancer à 160 mètres. Donc c'est un peu plus modeste comme performance, mais on préfère très largement la cadence de tir. On a parlé de la portée, et qu'en est-il de la précision? Est-ce qu'on arrivait à viser juste? On vise extrêmement juste, oui, avec ces machines, hein. Les ingénieurs, les fabricants d'engins à l'époque, faisaient des machines très très précises. On pouvait lancer une dizaine de boulets pratiquement sur le même point d'impact, à 2 ou 3 mètres d'écart. Donc des machines très puissantes et surtout très précises. Puisqu'on pilonne la muraille toujours au même endroit, au bout d'une dizaine de tirs, forcément, elle va céder. On avait des couillards jusqu'à 10 mètres de haut. Combien de temps on mettait pour les installer, les reconstruire quand on était au pied du château ou de la ville qu'on souhaitait assiéger?
Alors la guerre médiévale, contrairement à ce qu'on peut penser et ce qu'on peut nous montrer dans les films, c'est très long, c'est très lent. Donc pour monter une machine, il n'est pas rare qu'on mette une semaine pour la monter et la régler. Et ensuite, on passe à la bataille. On a parlé de pierre, de boulet, mais malheureusement, on ne lançait pas que ça. On prenait ce qu'on avait sous la main et des fois, c'était beaucoup plus horrible. En effet, oui, les combattants à l'époque, les armées avaient autant d'imagination en matière de cruauté qu'aujourd'hui. Alors effectivement, on lance des boulets de pierre, c'est le but premier, détruire des murailles. Mais on lance aussi des tonneaux remplis d'urine ou des cadavres de pestiférés pour répandre la maladie dans les villes. Donc on a déjà au Moyen-Âge les premiers cas de guerre bactériologique. Il y avait aussi des essaims, puis des cadavres carrément. Oui, tout à fait, des cadavres de pestiférés, je le disais, des quartiers d'animaux en décomposition, des nids de frelons, des nids de guêpes, le feu grégeois, donc un tonneau enflammé, l'ancêtre du cocktail Molotov. On lançait à peu près tout, on avait beaucoup d'imagination. Ouais. Et puis les têtes décapitées pour terroriser l'ennemi. Et oui, on a parlé de guerre bactériologique à l'instant, il y avait aussi la guerre psychologique. Il n'était pas rare qu'on lance effectivement des têtes coupées, des têtes décapitées pour impressionner l'ennemi. Merci beaucoup Jérôme. C'est la fin de cet été de TLC consacré aujourd'hui au château de Tifo. J'espère que cette émission vous aura plu et je vous dis à très vite sur TLC. Salut!